où il y a les lipothymies, pré-syncope, faiblesse subite, voile noire en rapport avec les étiologies cardiovasculaires et perte de l'équilibre en cas de maladie neurologique. Et en dernier, la sensation de tête vide ou de flotter dans l'espace qui peut être en rapport avec l'anxiété ou l'hyperventilation. Alors, les données épidémiologiques et de la littérature sur les vertiges en cardiologie sont difficiles à interpréter vu la diversité des symptômes. On a seulement des données disponibles pour la syncope qui représente 1 à 3% des consultations. Dans la littérature anglophone, l'équivalent anglais du terme vertige est dizziness. Donc, du coup, pour faire ma recherche, j'ai utilisé vertigo et dizziness pour élargir ma recherche. Donc, est-ce que les étourdissements causés par les maladies cardiovasculaires sont des vrais vertiges? Donc, je vous rapporte une revue de littérature qui s'est intéressée sur des études observationnelles depuis l'année 1972, qui est l'année de parution des 4 types de vertiges, jusqu'au 23 mai 2007. Donc, on a pris plusieurs patients, on a pris plusieurs études et on voyait la proportion du vertige dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on a trouvé 1500 citations de vertige et on a examiné 125 manuscrits, dont 5 études qui étaient retenues avec comme critère d'exclusion lorsqu'il n'y avait pas de diagnostic, il n'y avait pas de différenciation en matière d'étourdissement ou lorsqu'il n'y a pas de diagnostic cardiovasculaire. Donc, la proportion des vertiges dans les maladies cardiovasculaires était quand même de 63%. Dans ces études-là, il y avait l'infarctus, il y avait l'hypotension orthostatique, il y avait l'hyperactivité sino-carotidienne. Mais le problématique avec ces études, c'est qu'ils étaient faibles sur le plan méthodologique et sur le plan de différenciation des différents étourdissements. Donc, les données publiées suggèrent que les étourdissements peuvent être des vertiges, mais il y a une nécessité d'autres études prospectives pour montrer si le type de vertige est un prédicteur de l'existence ou non d'une maladie cardiovasculaire. C'est pour ça que j'ai pris une autre revue de littérature qui est plus récente sur des études prospectives qui s'est intéressée aux personnes âgées pour voir les différentes étiologies des vertiges chez les personnes âgées, vu que le personne âgé, il est candidat ou il y a un risque de chute et de traumatisme, et la fréquence de vertige dans la population âgée. Donc, ils ont pris 5 études allant de 2014 à 2022 sur un total de patients à 2148 et l'âge moyen entre 60 et 90 ans. La première étiologie des vertiges était les causes auriculo-vestibulaires. La deuxième cause était les causes cardiovasculaires avec un pourcentage de 20,4%. Et bien sûr, il y a les autres causes neurologiques, psychiatriques et autres. Donc, parmi les causes cardiovasculaires, il y a principalement l'hypertension artérielle, cardiopathie ischémique, les troubles de rythme et les variations hémodynamiques de la pression artérielle qui peut causer des vertiges. Donc, c'est un symptôme qui est assez fréquent dans la population âgée. Les causes cardiovasculaires doivent être identifiées, vu leur caractère potentiellement mortel, et la prise en charge doit être multidisciplinaire pour la bonne évaluation de ce trouble. Dans le même ordre d'idées, j'ai une étude qui est prospective sur un follow-up de 3 ans, des patients sortis des urgences, avec comme diagnostic de vertige. C'est une étude réalisée en Taïwan sur 25 757 patients vus aux urgences. On a écarté ceux qui avaient présenté des AVC ou des problèmes cardiovasculaires. On a retenu 1118 patients qui sont sortis des urgences avec comme étiquette étourdissement ou vertige. Donc, on les a suivis sur 3 ans et on a vu que ce genre de patient a 2 fois plus de risque de développer des AVC et des événements cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien voir les patients et bien les identifier. Donc, la banalité du vertige ne doit jamais conduire à en sous-estimer la gravité potentielle, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas multiplier les investigations paracliniques inutiles. Donc, la prise en charge d'un vertige ou malaise est difficile et les pièges sont fréquents. Donc, on a 2 situations en fait. Soit le vertige, il s'accompagne de perte de connaissance, ou de malaise, ou de lipothymie, ou de pré-syncope ou syncope. Et cela est en rapport le plus souvent avec une hypoperfusion cérébrale qui est transitoire. Soit on est devant le vertige tout simple, sans perte de connaissance.
Donc, une bonne évaluation initiale est importante pour identifier les patients présentant un facteur de gravité et qui nécessitent une hospitalisation. Donc, pour commencer la prise en charge du patient, il faut commencer par l'interrogatoire qui doit être policier et minutieux, et du patient et de son entourage, en précisant l'âge, les antécédents, les facteurs de morbidité, les traitements pris par le patient, les facteurs déclenchants, tels que le changement positionnel pour, par exemple, l'hypotension orthostatique, postprandiale après ou au cours d'un effort, pour les étiologies cardiaques, station debout prélongée, émotion, douleur, lors d'une quinte de toux, d'un effort de miction, compression cervicale pour les étiologies réflexes. La durée et les caractéristiques du vertige doivent être précisées pour les vertiges rotatoires avec instabilité à la marche, soit vestibulaire ou neurologique. Sensation de tête vide, de mort imminente, de val noir qui peuvent nous orienter vers la lipothymie. Si perte de connaissance, il faut préciser sa durée. Si elle est brève, c'est en faveur d'une syncope. Donc, pour vous orienter plus, donc je vous propose quelques cas cliniques pour vous proposer une meilleure prise en charge des patients avec vertige. Donc, premier patient âgé de 75 ans, ancien diabétique, hypertendu, qui rapporte des vertiges depuis 2 semaines en position debout, avec des palpitations et des troubles visuels. À l'examen, tension artérielle est de 160 sur 80, bras droit, 165 sur 70, bras gauche, avec une fréquence cardiaque à 60. Le CG et l'écho sont normaux. Puisqu'il a présenté des vertiges en position debout, autant le mettre en position debout pour voir. Donc, le test orthostatique a objectivé une tension qui est passée de 160 à 100 mm de mercure, avec les mêmes symptômes, à savoir vertige et palpitation. Donc, ce qui définit l'hypotension orthostatique, qui est la diminution de la pression systolique d'au moins 20 mm de mercure et la pression diastolique d'au moins 10 pendant les 3 premières minutes de l'orthostatisme ou au-delà. Donc, comme on a réalisé un holter tensionnel, pour ce patient, qui a objectivé une HT1 de décubitus et une hypotension orthostatique, donc qui est assez caractéristique de la neuropathie du diabétique, due à la dégradation neuronale suite à l'hyperglycémie, qui pour expliquer cette hypotension orthostatique, c'est dû à une déficience des barorécepteurs et alpha-sympathique centrale et périphérique qui cause la vasoconstriction lors de la position debout. Donc là, on a l'inverse, on a l'hypotension orthostatique. En plus de ça, il y a une activation retardée du système rénine-angiotensine-aldostérone en position couchée. Il y aura cette activation de ce système rénine-angiotensine, donc hypervolémie, donc HTA de décubitus. Et j'attire votre attention sur ce genre de patients parce qu'ils sont exposés beaucoup plus aux maladies cardiovasculaires et aux événements cardiovasculaires. Deuxième cas, 70 ans, rapporte des vertiges le matin au réveil et des troubles de l'équilibre avec accès de tachycardie. La tension au cabinet est à 130 sur 80, avec une fréquence cardiaque à 80, sans souffle ou signe d'insuffisance cardiaque, écho normal. Bilan trouve des triglycérides à 2, donc la patiente est mise sous traitement et puis est partie chez elle. Elle revient après aux urgences pour AIT avec hémiplégie régressif, Doppler TSA normal, Holter-ECG sans particularité. Donc on a réalisé une MAPA de 24 heures qui a objectivé une montée tensionnelle en orthostatisme qui définit l'HTA orthostatique qui est souvent aussi l'apanage du sujet diabétique avec dysautonomie, qui se voit aussi en cas d'hypovolémie avec une hypertension orthoréactionnelle, en cas de syndrome de tachycardie orthostatique au POTS, en cas de phéochromocytome ou sténose bilatérale des artères rénales. Donc, j'attire votre attention sur le test orthostatique, qui est un test qui est très simple à réaliser au cabinet et qui est très important dans l'évaluation des vertiges avec variation hémodynamique. Et j'insiste aussi sur l'importance de la mesure de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Au mieux, si on peut avoir un sphingomanomètre avec mesure battement par battement, donc pour déceler ce genre de problème. Et il faut essayer de prolonger le plus possible le test orthostatique. Au cabinet, on peut se contenter de 10 minutes, mais on peut aller au-delà. Donc, professeur Amarouche parlait tout à l'heure de la Barani Société. Je l'ai sorti moi aussi, avec un consensus d'experts qui s'est intéressé aux critères diagnostiques des étourdissements et vertiges causés par les variations hémodynamiques orthostatiques. Donc, ils ont rapporté 5 épisodes ou plus d'étourdissement, d'instabilité ou de vertige déclenchés en position debout,
qui disparaît en position assise ou couchée, l'hypotension orthostatique comme critère, POTS, syncope documentée en position debout ou lors d'un tilt test, au moins un des symptômes d'accompagnement suivants, faiblesse, fatigue généralisée, difficulté, troubles de réflexion, de concentration, vision floue et tachycardie. Troisième cas, 32 ans, j'espère que je ne vais pas très vite. C'est bon? 32 ans, tabagique actif, sédentaire avec surpoids, qui rapporte des céphalées avec des épisodes de vertige, première tension 135 sur 97, deuxième à 133 sur 99, troisième à 128 sur 95. Donc, aux deux bras symétriques, le reste de l'examen est sans particularité, ECG normal, glycémie avec un prédiabète, MAPA de 24 heures à objectiver, une HTA diastolique isolée. Comme vous savez, l'évolution de la tension artérielle systolique, elle augmente avec l'âge. Elle est beaucoup plus systolique chez les personnes âgées plus de 50 ans. Et la tension artérielle diastolique se trouve élevée moins de 50 ans. Donc l'HTA diastolique est une spécificité du sujet jeune et qui expose à même degré au risque cardiovasculaire que la systolique isolée ou la systolo-diastolique. Quatrième cas, un jeune de 15 ans consulte pour des vertiges puis l'hypothymie avec des épisodes de perte de connaissance de moins d'1 minute, avec à l'ECG un allongement de l'intervalle PR, une ETT normale, un Holter-ECG qui objective des épisodes de BAV complet à QRS fin. Donc chez ce patient, qu'est-ce qu'on lui propose? Est-ce que vous pensez qu'on doit l'appareiller ou on attend? 15 ans avec des vertiges et des pertes de connaissance. Alors, pour aller plus vite, alors ce qu'on a fait chez ce patient, on a fait un tilt test pour voir est-ce que c'est une étiologie beaucoup plus vasovagale. Donc, on a vu que sa tension, elle a chuté de 104 sur 75 vers 55 sur 48, avec une fréquence cardiaque qui est passée de 96 à 45 battements par minute. Et l'étude et l'exploration électrophysiologique, elle était en faveur d'une étiologie vasovagale. Donc, c'est le fameux réflexe de Bezold-Jarisch. Donc, un petit rappel de cette étiologie vasovagale. Donc, prenons pour exemple un orthostatisme passif, il y a redistribution du sang vers les membres inférieurs, donc diminution du retour veineux, un axe réflexe qui s'installe avec une contraction vigoureuse du ventricule qui se trouve un peu vide, donc activation d'un autre axe réflexe pour augmenter l'activité parasympathique et diminuer l'activité sympathique et qui fait une diminution de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Et cela aussi peut être rencontré en cas de plusieurs stimuli tels que douleur, émotion, miction, postprandial. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent activer cet axe réflexe. Donc j'attire votre attention sur l'utilité du tilt test qui est un test à utiliser en cas de suspicion de symptômes réflexes. Maintenant, j'ai les recommandations des syncopes parce qu'il n'y a pas de recommandations spécifiques au vertige, mais les vertiges en général chez ces patients sont accompagnateurs de la lipothymie ou de la syncope. Donc, en cas de POTS, d'hypotension orthostatique et aussi pour faire reconnaître aux patients les symptômes qu'ils ressentent. Dernier cas, 90 ans. Patiente hypertendue bien suivie se présente aux urgences pour des vertiges rotatoires suivis de perte de connaissance moins d'1 minute. Alors, sa fille rapporte plusieurs épisodes de vertige avec ou sans perte de connaissance depuis plus d'1 an. Alors, à l'examen clinique ECG et écho normaux, Doppler TSA, on trouve une sténose carotide interne gauche serrée et la patiente a subi une endartérectomie vu le caractère symptomatique. 1 an plus tard, récidive des vertiges avec des épisodes de malaise et syncope. Alors l'IRM est Doppler carotidien sans anomalie. On a fait un bilan complet avec examen ORL et neurologique et un Holter ECG de 48 heures qui sont normaux. Donc patiente sortie chez elle. 3 mois plus tard, elle revient pour la même symptomatologie avec chute et trauma crânien. Donc, elle était hospitalisée avec un bilan complet sans particularité. Du coup, on a été amené à lui placer un Holter longue durée où il a objectivé plusieurs épisodes de pause de 3 à 4 secondes concomitantes au vertige. Donc, elle a eu son pacemaker avec une bonne évolution. Tout ça pour attirer votre attention sur l'utilité du monitoring ECG, soit par télémétrie en hospitalisation ou par Holter ECG au moins 48 à 72 heures lorsque les épisodes dépassent
un épisode par semaine. Un Holter ECG externe longue durée lorsque les épisodes sont espacés de moins de 4 semaines et un Holter ECG interne de longue durée lorsqu'on est devant un patient qui est à haut risque avec des symptômes récidivants sans cause décelée ou en cas de suspicion de syncope réflexe et fréquente ou sévère. Donc, à travers ces cas cliniques, j'attire votre attention sur la gravité ou bien l'utilité d'une bonne évaluation initiale, d'une bonne exploration adéquate avec la détermination des facteurs de gravité qui sont en général des anomalies électriques, des douleurs thoraciques, des troubles de rythme ou une cardiopathie connue, des syncopes survenues à l'effort, une mort subite de l'infamie, des médicaments allongeant le QT, un diabète, un âge avancé, une anémie sévère. Donc, en conclusion, devant les vertiges, soit on est devant une perte de connaissance ou sans perte de connaissance. Si c'est une perte de connaissance qui est plus de 5 minutes, donc c'est une cause neurologique. Moins de 5 minutes, a priori, c'est une syncope. Et il faut, bien sûr, devant tout vertige, voir les circonstances, faire une exploration adéquate, ne pas oublier l'ECG de base, la mesure de la tension de la fréquence cardiaque en orthostatisme, au moins un tilt test et un ECG longue durée pour préciser les critères de gravité et pour indiquer une hospitalisation. Je vous remercie. Merci Sarah pour cette présentation et où tu as insisté essentiellement sur le système nerveux autonome. Je ne sais pas s'il y a des